On repart les amis, on repart avec Bernard Gilly, le fondateur de GenSight. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane. Vous étiez déjà venu nous voir, mais en fait à chaque fois, c'est-à-dire, alors, mais j'ai appris le mot, parce que c'est depuis le temps qu'on se parle Bernard, je ne connaissais pas, en fait c'est l'optogénétique. Absolument. Voilà, c'est ça ce que vous faites. Absolument, c'est une technologie qui est apparue il y a une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans, qui est très utilisée par les chercheurs sur la paillasse et qui consiste en fait à intégrer un gène dans un neurone. Et puis ensuite, c'est un gène qui code pour une protéine qui est sensible à la lumière. Ensuite, on allume et ça fonctionnalise le neurone, ça lui donne une fonction. Donc, il va émettre un signal et puis on va pouvoir comprendre comment il transmet le signal à son voisin, tout un tas de trucs. Alors, c'est très utilisé à la paillasse. Il y a des dizaines et des dizaines, c'est quoi, des centaines. Paillasse vous savez, dans les laboratoires. Dans les laboratoires, non, là où on travaille dans les laboratoires, c'est la paillasse. Dans un laboratoire ça, c'est votre paillasse. D'accord, d'accord. Voilà. Nous, elle est un peu en carreau, elle est un peu mime, machin. C'est ça. Mais c'est une paillasse. Voilà. D'accord. Et en fait, on a pensé avec José Sahel de l'Institut de la Vision et puis Boton Rosca de l'IOB à Bâle d'utiliser cette technologie pour rendre la vue à des aveugles. Donc, c'est exactement la même chose. On utilise une stratégie de thérapie génique, c'est-à-dire un petit vecteur qu'on injecte dans le vitré. Donc, c'est très simple. Il va mettre son gène dans des cellules qui sont les cellules de la rétine. Enfin, c'est quoi un petit vecteur? C'est un petit virus. On appelle ça un adeno-associated virus. C'est-à-dire c'est un tout petit virus qui n'a pas d'impact particulier. Les mêmes qui sont utilisés pour le cancer, enfin, dans la lutte contre le cancer? Il y en a qui sont utilisés dans la lutte contre le cancer. Il y en a d'autres qui sont utilisés déjà, d'ailleurs, en ophtalmo pour transférer des gènes dans des maladies génétiques, par exemple. Bref, un petit véhicule biologique. Un petit véhicule biologique on va dire ça comme ça. Qui va mettre son gène dans les cellules de la rétine qui n'ont pas disparu. Et puis là, le gène s'exprime. Et ensuite, on a développé une paire de lunettes qui, en fait, va transformer les informations visuelles extérieures dans les mêmes informations, un pixel par pixel, mais avec la lumière à laquelle la protéine est sensible. Mais le gène lui-même, enfin, vous lui avez appris d'une certaine manière à... Pas du tout. C'est un gène qui code pour une protéine qu'on appelle crimsonaire. Le terme technique, c'est une channel rhodopsine. On ne va pas rentrer là-dedans. C'est une protéine qui est dérivée des algues. Et c'est une protéine qui, naturellement, lorsque la lumière la touche, elle émet un courant électrique. D'accord. Donc c'est exactement ce qu'elle fait dans nos cellules de la rétine. Et ça permet Et elle est présente à l'état naturel dans notre corps ou c'est vous qui... Ah non, voilà, c'est ça. C'est une protéine tout à fait... Vous avez été la chercher dans les algues. Absolument. C'est pas moi. C'est des chercheurs fondamentaux qui ont travaillé là-dessus, justement pour les neurobiologistes qui faisaient ça sur leur paillasse. Et on utilise cette protéine qui est très très bien tolérée et qui fonctionne vraiment très très bien parce qu'en plus elle est sensible à la lumière rouge. Une lumière un peu orange-rouge, qui est très très bien tolérée par la rétine. Si c'était une lumière bleue, ce ne serait pas pareil. La lumière bleue est toxique pour la rétine. Donc on a vraiment cette protéine qui est tout à fait bien tolérée. Et d'ailleurs, les patients tolèrent très très bien le traitement. Et ensuite, ils prennent cette paire de lunettes et ce sont des patients qu'on choisit dans les essais cliniques, évidemment. Et puis c'est ça la cible. Ils sont aveugles, ils ont perdu la vue. Donc le patient dont il est question dans l'article, c'est un patient... Attendez, on n'a pas encore parlé de l'article. Voilà. Mais qui est aveugle, c'est-à-dire qu'il a perdu la capacité de presque distinguer la lumière. Voyez, donc c'est vraiment une cécité profonde. Eh bien, ce patient, et vous le voyez dans les vidéos qui sont associées à l'article, eh bien, il est capable de voir des objets sur une table, de compter ces objets. Il est capable, lui-même le dit d'ailleurs, de voir les bandes blanches pour traverser la rue. Et c'est évidemment un progrès considérable. De quel article on parle, justement? Alors voilà, c'est ce qui fait que vous êtes là. Absolument. On parle d'un article dans Nature Medicine, qui est le grand journal, ou un des grands journaux scientifiques, et qui nous a fait vraiment l'honneur de publier cet article. C'est une première mondiale. Et on va le dire un peu, parce qu'il faut quand même le faire de temps en temps. C'est une technologie qui est française, et on va en parler. Développée en France par GenSight. Et donc voilà, donc on est content de ça, mais surtout, au-delà de cette première mondiale et de l'impact scientifique, c'est la preuve du concept. Donc ça fonctionne. Première mondiale, ça veut dire donc vous avez ce malade atteint de quoi? D'une dégénérescence. Il est atteint de ce qu'on appelle une rétinite pigmentaire. C'est un groupe de maladies génétiques. Il y a beaucoup de mutations, mais ils ont tous à peu près la même histoire de pathologique, c'est-à-dire que vers l'âge de 18-20 ans, ils vont perdre la vision périphérique d'abord, et puis ça va diminuer. Ils vont avoir, vers 30 ans, ils ont juste la vision centrale très réduite. Ils appellent ça la vision tunnel. Puis ça continue à dégénérer vers, en gros, on va dire 45 ans, ils sont aveugles. Voilà, c'est ça. Et c'est inéluctable parce que ce sont les photorécepteurs, ce sont ces cellules qui, justement, ont pour rôle de transformer la lumière en un courant électrique. Et bien, ce sont ces cellules qui dégénèrent chez ces patients. Donc, tôt ou tard, ils deviennent aveugles. Et donc là, pour la première fois, vous prouvez qu'on peut
inverser d'une certaine manière ce processus. Exactement. C'est vraiment ça l'objet de cette première, c'est qu'on prouve, on démontre que la stratégie optogénétique, elle modifie le cours de la maladie, elle permet de restaurer une vision fonctionnelle chez ces patients. Mais vous m'aviez déjà raconté un exemple très spectaculaire, Bernard, avec l'un de vos malades. Je me souviens, c'était un adolescent qui jouait au basket. Enfin, vous en parliez avec... C'est une autre maladie voilà, et c'est un autre traitement de GeneSight. Voilà, absolument. C'est ça. C'est le deuxième. En fait, on parle aujourd'hui du deuxième produit de GeneSight. Voilà. Le premier produit attend l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Et il cible la neuropathie de Leber, qui est une autre maladie génétique, mais qui ne touche pas les photorécepteurs. Cette fois, c'est une maladie qui touche d'autres cellules de la rétine. Donc, la stratégie d'optogénétique ne fonctionnerait pas pour la neuropathie de Leber. D'accord. Voilà. On parle vraiment des rétinites pigmentaires, qui sont ces maladies où les photorécepteurs dégénèrent. Qu'est-ce que... oui, d'ailleurs, vous le dites, c'est somme de l'excellence du savoir-faire français qui permet cette oui, cette avancée. Oui, c'est important pour moi. Moi, j'ai passé ma vie à développer des entreprises de biotech en France et voilà. Il y a beaucoup de French biotech bashing, comme vous le savez. On crie, on dit, voilà. Et malgré un environnement qui est un environnement difficile, en particulier financier. Vous savez que si on compare par rapport à nos consoeurs nord-américaines, on travaille avec à peu près 10 fois moins d'argent. Mais malgré ça, on démontre, nous, d'autres, il y a eu d'autres annonces d'ailleurs hier très positives, que la biotech, c'est possible en France, que c'est une industrie et qu'à une époque où on se plaint de ne pas avoir d'innovation dans la santé, vous voyez ce que je veux dire, le Covid-19 où on n'a pas de vaccin encore, enfin vous avez entendu ça comment ? Oui, mais ça m'intéresse, moi j'ai envie qu'on en parle. Non, mais on peut en parler. Mais on va en parler pendant une dizaine de minutes. Absolument, mais ça prouve que non, il existe en France, d'abord, une recherche dite fondamentale, universitaire, académique, qui est de bonne qualité, et il existe des entrepreneurs et des entreprises, s'ils sont capables, avec tous les obstacles qui sont sur leur route, et bien quand même de développer des innovations thérapeutiques qui sont majeures. Vous voyez, rendre la vue à des patients qui ont une rétinite pigmentaire, c'est vraiment très important. Développer un traitement de la neuropathie de Leber, c'est extrêmement important. Ce sont des patients... c'est l'autre produit de GeneSight. Ce sont des patients qui perdent la vue quand ils ont entre 18 et 30 ans, en quelques jours. Vous imaginez le bouleversement d'une vie, d'une famille, d'un individu bien sûr, mais de son entourage. En quelques jours, ces gens deviennent aveugles. On arrive à les traiter avec le Lumevoq et on attend l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Ce sont à chaque fois, juste un petit point là-dessus, alors je ne sais pas par quel bout le prendre, non, prenons-le quand même par ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est du bashing, mais quand même à un moment, effectivement, on se demande, tiens je vais le dire comme ça, si on n'est pas sorti de l'histoire en fait. Moi je dois vous avouer comme ça, en tant que citoyen basique, voir que les Anglais ont fait un vaccin, que les Allemands ont fait un vaccin, que les Américains évidemment ont fait un vaccin, que les Russes, même s'il est moi en tout cas, ont fait un vaccin. Et que nous, pays de Pasteur, comme on l'a entendu partout, on est en retard. Ça y est, visiblement Sanofi a trouvé, là, ils accélèrent, mais on est en retard. Oui, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'est pas sorti de l'histoire sur ce plan-là comme sur d'autres d'ailleurs ? Alors, c'est un constat que je partage avec vous. J'espère qu'on n'est pas sorti de l'histoire, mais c'est un constat que je partage avec vous, Stéphane. C'est bien sûr, d'abord, douloureux de vivre ça, effectivement, au pays de Pasteur. Mais je pense que ça va fondamentalement beaucoup plus loin. Ça fait plusieurs dizaines d'années que les politiques de tous bords ont abandonné le secteur de l'industrie pharmaceutique. C'est aujourd'hui, la santé en France, c'est l'accès aux soins et le prix du médicament. En dehors de ça, on n'a pas du tout réfléchi que c'est une industrie. C'est une des plus importantes industries mondiales, l'industrie pharmaceutique. Globalement, pharmacie, technologie médicale, biotechnologie, c'est une industrie mondiale qui génère énormément de revenus et de laquelle la France est malheureusement en grande partie absente. Alors, à l'exception notable de Servier, qui a d'autres problèmes, mais qui survit en France. Sanofi, bien sûr, en France, mais Sanofi, c'est une boîte qui est aujourd'hui essentiellement entre les mains d'actionnaires qui sont probablement essentiellement nord-américains ou mondiaux. Oui, mais ça peut importer. Mais qui fait surtout... Elle a quand même aujourd'hui sa recherche, notamment en grande partie en France. Mais alors justement, ça a été un sujet, ça. Moi, je me souviens très bien, j'en ai déjà parlé ici, parce qu'il se trouve que Chris Viehbacher, le patron de Sanofi, il y a 7-8 ans maintenant, a été en partie viré parce qu'il passait trop de temps à Boston, disaient les administrateurs, pas les actionnaires, les administrateurs.
À ce moment-là, il fallait faire ces paris-là, justement, Bernard. Il fallait dire, oui, c'est à Boston que ça se passe, donc on va investir à Boston, et puis ça reviendra en France d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que plus fondamentalement, il faut faire des paris. Les faire à Boston ou les faire à Paris ou les faire ailleurs, c'est pas le problème. Il faut faire des paris. Il fallait parier sur la technologie ARN il y a 15 ans. C'est pas Moderna qui, en 2019, ou Pfizer, BioNTech en 2019, se sont mis à penser à l'ARN. Ça fait des années et des années qu'ils travaillent. Moderna dit d'ailleurs rend hommage. Bien sûr, 15 ans de travail. Stéphane est le premier à le dire. Bien sûr. Et ils ont Stéphane pu, Bancel, voilà, Stéphane Bancel. Ouais. Et il a pu effectivement aller très vite parce qu'il avait ces 15 ans de travail avant. Il faut faire des paris. Il faut faire des paris sur la thérapie génique. On commence aujourd'hui à voir les résultats de la thérapie génique. Mais ça, pour faire ça, il faut une vraie politique industrielle de l'innovation en santé que aujourd'hui, il faut dire franchement, nous n'avons pas vraiment en France. Nous n'avons probablement pas du tout. En fait, voilà, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Il est arrivé aux industries de santé, ce qu'il est arrivé à toutes les industries, finalement, depuis 40 ans. Alors, je ne sais pas, parce que je connais surtout le secteur de la santé, non, moi, de mon côté. C'est une image qui m'est venue. On peut en parler comme ça, mais notre Premier ministre a inauguré, je ne sais plus quand, c'était la fin de la semaine dernière, là, le train de nuit Paris-Nice. Voilà. Il était très fier. Et je regardais ça, 1980. C'est le TGV, la carte à puce, le Minitel, on en dit ce qu'on veut du Minitel, mais en 80, le Minitel, c'était une innovation mondiale. Voilà. Et dans 3 secteurs comme ça, et maintenant en train de Paris-Nice. Donc on se dit, oui, effectivement, on a décroché quelque part. Je pense que, et c'est très, très important dans le domaine de la santé, parce que justement, l'innovation thérapeutique ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ouais. Alors j'entends évidemment les politiques qui disent, il faut faire de la bioproduction en France. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est extrêmement vertueux, la santé. C'est quoi de la bio de fabriquer des vaccins, fabriquer des anticorps monoclonés, fabriquer des produits de thérapie génique. Aujourd'hui, les produits de thérapie génique de Ginside ne sont pas fabriqués en France parce que nous n'avons pas les moyens d'investir dans une usine de production de ce genre de produits. C'est un investissement de plusieurs centaines de millions. Donc, nous, on ne peut pas le faire, nous, petites entreprises. Donc, on travaille avec des entreprises qui sont des manufacturiers, qui sont spécialisés là-dedans. Et il n'y en a pas en France. C'est comme ça, je le regrette. J'espère qu'un jour, il y en aura, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais surtout, c'est vertueux parce qu'il ne faut pas se penser en avance, il faut prendre des risques. Mais ces risques sont d'abord extrêmement rémunérateurs. Si on a du succès, c'est extrêmement important parce que le marché de la pharmacie, le marché de la thérapie, des thérapies, est extrêmement important. Et c'est une deuxième vertu, c'est que c'est un marché qui est extrêmement régulé par des agences réglementaires européennes, nationales, nord-américaines, chinoises maintenant. Et on ne peut pas changer l'endroit de production d'un claquement de doigts. Ça coûte très très cher et ça prend beaucoup beaucoup de temps de transférer une production d'une usine dans une autre. Donc quand vous avez vos usines en France, il n'est plus question de délocalisation ou de quoi que ce soit. Vous avez les usines et pratiquement pendant 20 ans ou 25 ans, vous allez pouvoir exploiter ces usines, ce qui est vraiment une caractéristique très forte de l'industrie de santé. Et à l'inverse, quand vous ne les avez pas, vous ne les avez pas. C'est-à-dire, quand vous ne les avez pas... Je ne vais pas vérifier ça, vous allez peut-être pouvoir me le confirmer, mais en fait, même si on voulait, on ne pourrait pas faire de l'ARN messager en France. On n'a pas la base industrielle. On ne pourrait pas du jour au lendemain. On ne pourrait pas du jour au lendemain. Il faudrait monter des usines, c'est-à-dire probablement au moins... on va dire 3 ans, voire peut-être 4 ans avec les problèmes administratifs. Il va y avoir là, tout début juillet, donc un conseil stratégique des industries de santé, parce que vous dites tout ça, mais tous les ans, on a quand même un conseil stratégique des industries de santé. Voilà. Desquels la biotech est massivement absente. C'est vrai. Desquels ? Oui, France Biotech est présente au CSIS, mais en gros, le CSIS, c'est les grandes industries pharmaceutiques, c'est-à-dire Sanofi, Servier y est, et puis après, c'est les filiales des groupes étrangers. Faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé. Déjà, il y a ce besoin de faire innovante et souveraine. Enfin, peut-être que ces 2 éléments sont contradictoires. En plus, vous me l'avez démontré, Bernard. Moi, je préfère que vous soyez innovant et d'aller faire... Bien sûr. Mais personne ne peut être contre ce genre d'affirmation. C'est très beau, mais excusez-moi, c'est de la communication. C'est ça. Être innovant, déjà, ça prend du temps. Être souverain, c'est un autre problème. Et aujourd'hui, vous savez bien que la recherche, elle n'est pas nationale, elle n'est pas régionale. La recherche, elle est mondiale. Il faut aller chercher les technologies là où elles sont, même si vous avez une très bonne idée. Je reprends le cas de GeneSight avec le GS30, l'optogénétique. C'est une idée française, c'est une technologie qui est massivement française. Il n'empêche, on est allé chercher un gène au MIT parce qu'on en avait besoin. Vous voyez, c'est pas... On ne peut pas faire ça dans notre garage. C'est fini cette époque où on faisait ça entre nous, et très bien, on était les meilleurs du monde. On ne peut plus être les meilleurs du monde. C'est l'open innovation. Il faut juste se donner les moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas
Je milite vraiment pour ça. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est un problème de mettre plus d'argent par les pouvoirs publics. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les pouvoirs publics, les politiques doivent, décider, oui, en effet, le secteur de la santé est un secteur industriel qu'ils veulent soutenir, et il faut que ça soit sur le long terme, il ne faut pas que ça change à chaque législative. Et deux, il faut organiser l'environnement de telle façon qu'il puisse attirer vers la France et vers les entreprises françaises le plus de financement possible. Et quand je dis ça, évidemment, ça paraît simple, et c'est compliqué. Il faut arrêter de diriger l'épargne vers le financement du déficit budgétaire et de la dette. Il faut orienter l'épargne. L'assurance vie, on n'a pas de fonds de pension en France. L'assurance vie, d'autres formes d'épargne, il faut les orienter massivement vers ça. Oui, mais Bernard, alors je vous suis à 100%, sauf peut-être là-dessus, parce que c'est très fort risque, très fort rendement, mais très fort rendement parce que très fort risque. C'est un boulot de professionnel, non, même, que de financer des boîtes comme Gensight quand même aujourd'hui. Mais bien sûr, mais les assureurs de vie sont des professionnels. Il ne s'agit pas de leur dire vous mettez tout sur la biotechnologie. Il s'agit de dire vous gérez l'argent vous gérez si et vous en mettez pas une retraite sur Gensight, moi je vous adore, mais c'est risqué quand même. Stéphane, ce sont les fonds de pension aux États-Unis, c'est-à-dire des fonds qui sont la retraite des travailleurs américains. C'est ça. Ce sont les fonds de pension qui financent la biotech américaine. Tellement puissant qu'en fait, 1%, c'est les 10-12 milliards qui font la différence. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est possible. Beaucoup de risques sur 1%. Absolument. Et moi, je dis que c'est possible. Il faut juste en donner les moyens. Il faut juste qu'effectivement, une décision politique soit prise et soit implémentée après. Et elle doit être sur le long terme parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais on a une chance, c'est qu'on a une réserve d'entreprises de biotechnologie qui est quand même importante en France. Il y a plusieurs centaines d'entreprises de biotechnologie qui ont du mal à s'en sortir, qui arrivent. Vous voyez Gensight, vous voyez d'autres, Abivax, ils y arrivent, on y arrive quand même. Ouais. Mais c'est difficile, mais il y a encore un pool qu'il faut continuer à financer et dont il faut financer la croissance. Il y avait un autre point qui revient assez régulièrement dans ces questions-là, c'est la vitesse nécessaire par rapport... il y a des moments dans votre développement où vous avez besoin d'une très grande vitesse et où l'administration est incapable de vous accorder cette vitesse. Alors, ça s'est beaucoup amélioré. Alors, allez-y. Ça s'est beaucoup amélioré. D'abord parce qu'il y a maintenant la possibilité de passer par l'échelon européen. Et l'Agence européenne du médicament est une agence qui travaille extrêmement bien et de façon assez collaborative avec les demandeurs, avec des entreprises de biotechnologie. L'Agence française du médicament aussi s'est beaucoup améliorée. Elle s'est beaucoup améliorée, même si aujourd'hui on peut dire que... avec les labos, c'est à chaque fois, c'est... En fait, il se trouve qu'ici, on a fait une émission en partenariat avec Amgen qui nous disait, un peu off the record, mais quand même, si vous voulez lancer un truc, l'accès au marché, vous savez que c'est en France que ce sera le plus lent, le plus compliqué. On parle d'autre chose, là, on parle d'accès au marché. Ouais. Et j'allais y venir. Mais ça, c'est pas l'Agence du médicament. Ça, c'est l'HAS et donc la Haute Autorité de Santé et le comité du prix du médicament, qui, eux, ont pour rôle, en fait, au-delà de l'Agence de sécurité du médicament, qui doit tester la sécurité des médicaments, il y a effectivement, une fois que vous avez votre approbation par l'Agence du médicament, et bien après, il y a l'accès au marché, où il faut passer par l'HAS, etc. Là, oui, je pense que ça peut encore s'améliorer, mais ça existe. Le parcours, il est borné. C'est assez simple de rentrer dans ce marketing. On peut toujours tout améliorer, mais on s'est beaucoup plaint à un moment donné qu'on ne savait pas comment ça marchait. Maintenant, on sait comment ça marche. Ouais. Vous avez des systèmes qui ont été mis en place par les gouvernements récemment, dans les 15 dernières années, qui sont ce système des ATU, les autorisations temporaires d'utilisation. Et bien ça, c'est extrêmement important. Et il ne faudrait pas revenir là-dessus. Ça permet, même avant l'autorisation par l'Agence européenne, de pouvoir approvisionner des patients avec un traitement. C'est un truc magnifique qui existe un peu partout, mais qui existe bien et qui est bien normé en France. Donc, voilà. Il y a des choses qui avancent. Je ne veux pas dire que tout est parfait. Vous pensez, Bernard, juste à la fin, que ça peut servir d'électrochoc quand même ? Ce qu'on s'est dit là, sur cette idée, est-ce qu'on n'est pas sorti du truc ? Est-ce qu'on n'est pas sorti de l'histoire ? Ça peut servir d'électrochoc ? Je ne sais pas. J'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que ce soit vraiment ça. Mais je crains que les politiques ont la mémoire très courte et lorsque ça va repartir, oui, mais là, on va de nouveau oublier. Là, c'est les citoyens qui, à mon avis, sont beaucoup à réfléchir. J'espère. Très bien. Tant mieux. Je le souhaite vraiment parce qu'encore une fois, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer. Vous dites on est sorti de l'histoire, on est peut-être sorti de l'histoire. Est-ce qu'il est trop tard ? Non, je ne crois pas qu'il soit trop tard. La preuve, on sait innover dans le domaine de la santé. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus essayer de gagner des batailles d'hier, parce que ça aussi, c'est une de nos grandes spécialités. Hein. Absolument, absolument. On ramène le Doliprane, je suis ravi qu'on ramène le Doliprane, mais enfin... Ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Bon. Voilà.
Bonne route, Bernard, à bientôt. Merci Stéphane, à Pour bientôt. le prochain malade qui retrouvera la vue, non pas miraculeusement, mais grâce à l'optogénétique. Bernard Gilly, donc le fondateur de GenSight, était notre invité.